Alors, j'ai vraiment un truc super cool pour toi aujourd'hui, Bernard. Bon, d'accord. Et pour tout le monde qui écoute French Listen, on va faire un tour dans le français qui sonne, vraiment naturel. Genre, les expressions que t'entends tout le temps dans la rue, au café, tu sais? Tu vois ce que je veux dire? Oh oui, Sandra, là tu me parles. Moi, c'est genre, mon terrain de jeu préféré. Ces petites phrases qui donnent l'impression que tu viens direct de la place de la Bastille. Ah, ça change tout, tu trouves pas? On va décortiquer, explorer un peu et se demander comment on peut enfin ressembler à un vrai Parisien. Même si on vient, genre, disons, le Vermont, Oui, c'est ça. Et franchement, y a rien de mieux que quelques astuces pour, se sentir un peu plus local, non? Bon, alors on commence avec les essentiels que tu dois absolument avoir dans ta poche. Prêt? Prêt, prêt et impatient, je dirais même, go. Allez, top départ. Première phrase, celle que tout le monde lance dès la matinée, c'est « ça roule » et la première fois que je l'ai entendue à Paris. Bernard, je te jure, j'ai cru que le gars me demandait si ma voiture fonctionnait. J'avais même pas de voiture. Je me suis dit « mais pourquoi il me parle d'auto là ?» Oh, c'est génial! Tu vois, ça roule, c'est vraiment, c'est comme un « ça va », mais en mode relax, tu vois, genre « tout va bien », on avance tranquillement et, petit bonus, tu peux répondre « alors, attends que je vérifie, oui, ça roule » ou même « tranquille ». C'est léger, c'est décontracté, pas besoin de se prendre la tête. Exactement. Et puis, là, deuxième classique. Attends, Bernard, tu sais quoi? J'ai remarqué que pas de souci, c'est la solution à tout. T'arrives en retard? Pas de souci. Tu changes le rendez-vous? Pas de souci. Tant que tu dis ça, t'es tranquille? Grave, Sandra. Oh, attends, je t'avance, cette expression arrive, on y revient. Mais oui, pas de souci, c'est un peu magique. Et alors, c'est pas grave, c'est cousin de pas de souci. Tu t'excuses, la personne te rassure et hop, tout dégonfle, la tension s'envole. J'adore. Ouais, et, je trouve que ça met tout de suite un climat détendu. Franchement, que tu saches ou pas le contexte, si tu sors l'une de ces phrases, t'as déjà 10 points. Moi je dis. Bon, alors, soyons honnêtes, il y en a tellement. Écoute ça, on y va, ça fait genre go, let's go, tu vois? Mais c'est plus chaleureux. Parfois, je l'utilise, tu sais, même en séance d'écriture. C'est une façon de motiver le groupe, de dire on avance ensemble. Ah, j'adore ça. Et puis, attends, celle-là, tout le monde la sort. T'inquiète, je me souviens de ma première colocation, le gars arrêtait pas de me dire ça pour tout, genre, je paniquais pour le frigo vide. Il me lance « T'inquiète », mais parfois, en fait, franchement, je m'inquiétais vraiment. Oui, c'est fou. Petite parenthèse, l'intonation sur « t'inquiète » fait toute la différence, c'est doux, c'est rassurant, mais si tu balances ça trop sec, ça peut piquer. Petit clin d'œil au thérapeute, tout est dans la voix, Et tu viens de teaser « grave ». Je me suis, plantée grave la première fois. On me dit « T'es fatiguée, hein ?» Je réponds, super sérieuse, « grave ». Mais tu crois que c'était une sorte d'annonce triste, alors que non, c'est juste, ouais, totalement, c'est ça. Tout le monde l'utilise genre tout le temps, en mode « grave, t'as raison ». Exactement. Et encore une autre super utile, ça me saoule. Bon, à utiliser quand t'es un peu énervé ou t'en as marre. Genre, le métro est encore en retard, ça me saoule. Mais attention à où tu le dis, ça reste assez familier. Ouais, c'est clair. Tous ces mots, on les entend partout, mais si tu te loupes sur l'intonation, c'est direct le malentendu. Dans ma tête, grave. Au début, c'était un vrai drame. Maintenant, je le sors sans réfléchir. Et ça me saoule, c'est devenu ma solution quand j'ai genre trop de réunions qui traînent. Bon, là, on passe à des perles. Tu connais, Sandra, ces mots qui relancent la discussion? Bref. C'est un peu ce qui met le point final à une longue histoire. Pendant mes ateliers d'écriture sur machine à écrire, quand tu veux clore une idée, un truc qui traîne, tu lâches juste. Ah, t'es parisien. Même dans le Vermont, crois-moi, ça sonne chic.
J'avoue, c'est top. Et ça te dit? C'est hyper pratique. Tu proposes quelque chose, c'est, je sais pas, plus invitant, non? On va prendre un café, ça te dit? Et voilà, toute la différence. Carrément. Et j'avoue, il m'a fallu du temps, c'est pas que pour reconnaître qu'on est coupable, c'est aussi pour montrer que t'es d'accord, que tu comprends, ou même t'aligner sur ce que l'autre dit. Tu racontes un truc galère, je réponds, j'avoue. T'as direct mon soutien, tu vois? Et attends, on fait un petit dialogue. Genre, tu me proposes une sortie. Vas-y. Alors, on va se poser en terrasse, ça te dit? Grave, j'avoue, j'en ai besoin. Bref, c'est parti. Voilà, t'as tout enchaîné en 2 phrases. Ça, c'est du vrai français. Et là, souvent, on cherche à exprimer ce qu'on ressent. Genre, tu termines la semaine, t'en peux plus, tu balances. Je suis crevée. C'est net, direct, pas besoin de détails. Tout le monde voit la fatigue dans ta voix. Et puis, t'entends un compliment, un bon plan, tu lâches. Ça me fait plaisir. C'est tout simple, mais ça marche toujours. Moi, j'aime ces phrases-là. Tu sais pourquoi? Parce qu'elles dépendent à fond de l'attitude. Entre amis, tu peux les balancer un peu dans tous les sens, mais en réunion ou avec un client, tu doses la tonalité, sinon ça peut vite sonner trop relâché. Enfin, sauf avec des collègues très détendus. Et là, j'avoue, c'est super pratique. Ouais, c'est ça. Et, tu sais quoi? J'encourage tout le monde à tester, là, tout de suite. Imagine la scène. T'as eu une super nouvelle. Hop, ça me fait plaisir. Ou bien, tu racontes ta journée à un ami. Je suis crevée. Ça change tout, non? C'est ça, c'est comme un exercice d'empathie. J'invite les auditeurs à essayer d'intégrer une de ces phrases, même si c'est juste dans une conversation simulée, ou au téléphone avec un copain. C'est comme un muscle à travailler. Et tu sais, Bernard, j'ai déjà entendu des non-natifs se planter pas mal avec ces expressions. Moi y compris au début. La mauvaise intonation, ou sortir « ça me saoule » devant le patron. Oups, mauvaise idée. Tu vois ce que je veux dire. Les pièges. Absolument. C'est hyper courant. La tonalité, c'est compliqué. Entre parler à ton meilleur pote, à ta grand-mère ou à une collègue, tu switches tout le temps. Moi, je recommande souvent de pratiquer avec des vraies personnes. Par exemple, rejoindre un groupe de conversation. Ou s'enregistrer soi-même, réécouter et se dire « Ah, là, non, c'est pas naturel ». Tu te rends compte de suite des erreurs, tu corriges, tu progresses. Simple, mais super efficace. Ouais, et pour ceux qui aiment les jeux de rôle, ça marche aussi trop bien de simuler des situations, genre « Ok, tu dois répondre avec 2 expressions naturelles. Tu choisis selon la voix, le contexte, et tu t'améliores sans t'en rendre compte. » Exactement. L'erreur, c'est d'attendre d'être prêt. Faut plonger. Les erreurs, justement, c'est comme ça qu'on apprend à adopter la bonne expression au bon moment. Donc, ceux qui veulent se lancer, rejoignez des groupes ou, je sais pas, des cafés français, des apéros conversations et, pratiquez en vrai. Faut oser, même si c'est un peu intimidant parfois. Et y a rien de plus motivant que des gens qui te répondent direct. Avec les bonnes expressions, tu progresses 10 fois plus vite. Regardez maintenant la 3e partie de l'épisode qui vous réserve encore plus de conseils utiles et de surprises. Et si vous aimez ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur j'aime pour nous soutenir. Bonjour à tous À tout à l'heure et pour la suite de bienvenue sur l'épisode. French Listen, le podcast où on décortique ensemble ce qui fait le charme du français parlé au quotidien. Moi, c'est Sandra, passionnée par la ville, les oiseaux urbains et, surtout les quiproquos linguistiques, apparemment. Et avec moi, il y a Bernard. Salut Bernard. Salut Sandra, et bonjour chers auditeurs. Je suis ravi de vous retrouver pour cette plongée dans l'univers foisonnant des expressions françaises. Moi, ce que j'aime, c'est observer comment quelques mots, parfois anodins, peuvent complètement transformer un échange. Ouvrir des portes, ou, bien, les fermer même. Tu sais, Sandra, en psychologie, on parle parfois de la langue comme d'un pont, ou d'un mur. Selon la façon dont on l'utilise, Oui, exactement. Et franchement, c'est surtout avec les idiomatismes que je me suis, retrouvée dans des situations assez, croustillantes. Tu te rappelles, cette fois à Paris, où j'ai cru commander un café en mode archi-local, genre hyper naturel. La serveuse me regarde, l'air interloqué. En fait, j'avais, utilisé avoir la pêche alors que je voulais juste dire « ça va ». Donc elle me répond, très sérieusement « Ah, vous faites du sport, madame ?» J'avoue, sur le coup, j'étais paumée. c'est génial.
Mais tu vois, c'est typique, un idiome mal placé et hop, le malentendu arrive. J'ai longtemps cru que je parlais bien français, mais parfois la subtilité m'échappait. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on s'est dit qu'on allait aider nos auditeurs. Pas seulement à comprendre ces phrases, mais à sentir pourquoi elles comptent autant dès qu'on veut vraiment s'intégrer aux conversations françaises. Non ? Oui, totalement, parce qu'être vraiment compris, c'est bien plus qu'avoir le bon accent ou le vocabulaire. C'est arriver à saisir la petite note de connivence, le truc en plus. Allez, on plonge. Et pour commencer, on attaque avec les 5 basiques du quotidien. T'en as sûrement déjà entendu au moins un, même sans t'en rendre compte. Tiens, par exemple, ça roule ? Alors ça, c'est l'équivalent de « How are you ?» mais tellement plus court, plus rassurant. D'une certaine façon, tu ne trouves pas ? Oui, totalement. Moi, je l'adore, c'est hyper simple. Et puis, il y a « on n'est pas sorti de l'auberge ». Mais alors, Bernard, dis-moi ce que toi, tu entends dans cette phrase ? Parce que je l'ai prise au 1er degré la première fois. Je croyais vraiment que c'était une histoire d'auberge. Tu sais, genre vacances ratées. Oui. Alors tu sais, au Vermont, il y a des auberges partout, mais aucune ne t'annonce que tu n'es pas prêt de sortir quand tu y rentres. Bon, plus sérieusement, on n'est pas sorti de l'auberge. Ça veut juste dire qu'on n'a pas fini d'en baver, hein ? Que c'est que le début des ennuis, souvent avec un petit soupir théâtral. C'est ça. Et puis, alors... C'est pas grave. Celle-là, c'est la baguette magique conversationnelle, non ? Dès qu'on la prononce, hop, on efface la tension. Mais parfois, je me demande si les Français ne disent pas « c'est pas grave » aussi pour cacher un vrai agacement. Tu mets le doigt dessus. C'est pas grave, c'est un parapluie. Mais parfois, il pleut quand même en dessous, tu vois. Et puis, il y a « bof ». Alors ça, c'est juste brillant. Un mot, un haussement d'épaule et tout est dit, vraiment. Et le fameux « laisse tomber ». J'adore parce que c'est aussi bien la lassitude que la générosité. Tu laisses tomber pour rassurer ou pour vraiment signifier que là, t'as plus la foi. Bref, une phrase qui fait tout le taf toute seule. Parfaitement résumé. C'est tout l'art du geste linguistique. On fait passer un paquet d'émotions avec un seul mot ou une mini-phrase. Les natifs naviguent là-dedans sans y penser. Mais pour les apprenants, c'est un vrai code à déchiffrer. Oui, et parfois on croit briller, puis en fait, ça sonne faux. Mais en s'exerçant et avec un peu d'autodérision, on s'améliore, hein ? Bon alors, 2e salve de phrases. J'en ai 5 autres, ultra courantes. J'avoue, c'est clair, tu me fais marcher, grave, et ça me prend la tête. On les retrouve partout, séries, films, bistrots, métro. Et le ton fait tout, genre tu regardes une scène dans la série 10%, il y a ce « j'avoue », lancé comme un aveu, mais un aveu tout mou, pas coupable du tout. Oui, laisse-moi te raconter. Un de mes premiers dîners à Paris, on me lance « Tu me fais marcher, Bernard ». Et alors, moi, déformation professionnelle, je me dis « Mince, est-ce que je lui fais faire un exercice ? Est-ce que j'ai dit quelque chose d'absurde ? Je ne savais pas du tout qu'on voulait juste dire « Tu plaisantes ». Résultat, j'ai essayé d'expliquer ma profession et tout le monde s'est mis à rire. C'était enfin légèrement gênant, mais formateur, hein ? Oh là, oui, ça me rappelle mes débuts aussi. Et puis, grave, en un mot, t'as soit l'accord le plus total, soit le contraire, selon le ton. Les Français sont champions pour ça. Tout passe aussi par un regard, un haussement de sourcils. Tu connais la chanson. Exactement. Et puis, ça me prend la tête, on sent direct l'exaspération. Mais tu dis ça à voix basse, à la pause café, ça crée de la solidarité. Tu vois, un truc d'appartenance. Il y a tout un univers là-dedans. On en vient au point crucial, Bernard. Le ton, les mimiques, le contexte. Moi, je me suis rendu compte que dire bof d'un air enthousiaste, ça n'a aucun sens. À l'inverse, un grave balancé avec ironie, c'est tout un art. Ce sont des nuances qui échappent souvent au début. Tu ne trouves pas? J'ai déchi de 2 fois nanas. Oui, c'est capital. L'expression faciale joue autant que la phrase. Dans un contexte de dispute, laisse tomber peut devenir un uppercut émotionnel, alors qu'à la terrasse d'un café, avec un sourire, c'est rieur, léger. La voix, le rythme, même le silence contribuent à tisser le vrai sens.
Je propose un petit exercice pour nos auditeurs. Enregistrez-vous en prononçant « bof » ou « c'est clair » avec 15 intonations différentes. Frustré, enthousiaste, blasé. Ensuite, réécoutez-vous. On découvre des facettes de son propre rapport à la langue. C'est génial. Super idée. C'est comme jouer à l'acteur, et franchement, plus vous osez les variations, plus vous devenez naturel. J'aime aussi regarder les séries françaises sans sous-titres, parfois juste pour capter la musique de la phrase, même si je décroche le sens exact. Oui, t'as raison. On pourrait même aller plus loin. Prenez, mettons, on n'est pas sorti de l'auberge. Prononcez-le de façon dramatique. Puis, comme si vous rigoliez, l'impact émotionnel change totalement, non ? Exactement. Et c'est un vrai déclic pour progresser. Et si on s'enregistre, puis qu'on réécoute, là, parfois, on se rend compte qu'on a mis un accent qui n'a rien à voir, ou qu'on paraît beaucoup plus convaincant qu'on ne le pensait. Un peu comme en narration, quand je fais un atelier d'écriture, chacun s'essaye à lire le même texte sur plusieurs tons, et ça donne toujours des perles. Oui, puis observer les Français en groupe, dans la rue ou au marché, c'est super inspirant. D'ailleurs, la prochaine fois que je rate le cri du merle, je me consolerai en observant comment on dit « ça me prend la tête » au bureau. Il y a toujours à apprendre. Voilà, on arrive à la pratique. L'idéal, c'est de tester en conditions réelles. Discussion de terrasse, échange linguistique, ou juste, participer à un groupe de conversation, même virtuel, ça change tout. L'immersion aide à ressentir le bon moment pour placer « bof » ou « j'avoue ». Tu ne trouves pas, si tu ne trouves pas ? Oui, c'est ça. Et moi, je recommande de filmer ces petits dialogues. Ce n'est jamais confortable au début de se voir à l'écran, mais en observant son visage, sa posture, la façon dont on articule « grave » ou « laisse tomber », on repère des détails précieux. Parfois, un simple changement de regard et hop, la phrase a un autre impact. Parfaitement. Et puis, visionner des vidéos de situations réelles, écouter des dialogues pris sur le vif, c'est comme un mini-laboratoire du français. Chacun trouve son style avec le temps et petit à petit, on oublie que c'est un exercice, ça devient naturel. Oui, et puis oser poser des questions. Si on n'a pas compris une nuance, c'est l'occasion d'apprendre et de créer du lien. Les Français aiment bien expliquer leurs petites finesses quand ils sentent qu'on est curieux. Pour finir, un dernier conseil, ou plutôt un rituel. Lancez-vous dans des séances d'enregistrement, essayez chaque phrase clé dans plusieurs registres. Sérieux, rigolo, agacé, voyez ce que ça produit. Même en solo, on peut progresser. Et puis, si vous en avez la possibilité, lancez-vous dans des échanges linguistiques ou des groupes de discussion. Rien ne vaut le réel. Plus vous vous exposez à la vivacité des échanges, à l'intonation spontanée des natifs, plus vous allez sentir l'effet miroir. Ah, c'est comme ça que cette phrase vit vraiment. Regardez maintenant la deuxième partie de l'épisode, elle vous réserve encore plein de conseils utiles et de surprises. Et si ce podcast vous a plu, pensez à vous, s'il vous plaît, abonner et à cliquer sur j'aime pour nous soutenir. Bienvenue pour cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui frustre souvent, je crois, le français tel qu'on le parle vraiment. Ah oui, celui qui est parfois si loin des livres. Exactement, celui qu'on entend dans la rue. On a épluché pas mal de sources, des articles, des guides, pour essayer de décoder un peu ce français du quotidien. Avec son argot, ses contractions. C'est ça. L'idée, c'est d'aider les personnes qui nous écoutent à mieux naviguer dans les conversations réelles et peut-être, pourquoi pas, à parler de façon un peu plus naturelle. Tout à fait. Combler ce fossé, en fait, entre la théorie qu'on apprend et ce qu'on entend vraiment. C'est un vrai défi. Oui, on va regarder comment la langue s'adapte à l'oral. Pourquoi un simple « je ne sais pas » devient « je sais pas ». Le fameux « je sais pas ». Exactement. Est-ce que ça révèle? On va parler des registres de langue, des expressions qu'on entend tout le temps, de l'argot aussi, bien sûr. Ah, l'argot. Et puis quelques points de prononciation qui font toute la différence. Bon, alors commençons par le début. Qu'est-ce qui différencie vraiment le français parlé de l'écrit? La première chose qui ressort partout, c'est le registre de langue. Ah oui, ça c'est clair. À l'écrit, surtout quand c'est formel, on utilise un langage courant, voire soutenu. Mais à l'oral? C'est une autre musique. Complètement. Le registre familier prend souvent le dessus, surtout entre amis, en famille. Prends nourriture. À l'écrit, c'est le mot standard. Mais à l'oral? On dit la bouffe. C'est beaucoup plus courant dans une conversation détendue. Pareil pour l'argent. Argent, ça devient quoi? Thune, fric, pognon. Voilà. Thune, fric, pognon, blé, oseille, il y a plein de mots. Ou une voiture? Une bagnole, une caisse. C'est ça. Et travailler devient bosser ou taffer. Même aimer
Dans un contexte très informel, ça peut être kiffer, Je kiffe ce son. par exemple. Donc attention au contexte. Utiliser bouffe dans un mail pro, Ouais, ça peut coincer un peu. un peu, oui. C'est vraiment une question de situation. Et un autre truc hyper marqué à l'oral, c'est le on. Ah oui, le on à la place de nous. Quasi systématique. On dit on va au ciné. Beaucoup plus rarement allons-nous au cinéma. C'est plus simple, plus direct. La conjugaison est plus facile aussi. Ben oui. Une source disait même pour rigoler que les Français sont un peu feignants même quand ils parlent. Mais c'est surtout l'usage, c'est plus efficace. Et cette efficacité, on la voit aussi dans la structure des phrases, non? La négation, par exemple. Ce petit « ne ». Il saute quasiment tout le temps. On dit « j'aime pas »,« il est pas là Je veux plus, c'est tellement courant que si on met le nœud dans une conversation informelle, ça peut sonner un peu, », un peu scolaire. voilà, un peu artificiel ou très formel. Et autre chose, le « il » impersonnel. Dans « il faut »,« il y a »,« il fait beau Il disparaît souvent aussi. », très souvent. Faut que j'y aille, il y a quelqu'un, fait froid, c'est plus court, plus direct. C'est vrai que ça va plus vite. Et pour poser une question, l'inversion type « venez-vous », on l'entend jamais, ou presque. Non, c'est très rare à l'oral courant, ça sonne très écrit, très formel. On préfère l'intonation, Juste monter la voix à la fin. Tu viens? c'est ça. Ou alors utiliser est-ce que tu viens. L'intonation, c'est vraiment le principal moyen pour marquer la question. Et puis, il y a tous ces petits mots. Ah oui, les ben, du coup, genre, Voilà, on en abuse parfois un peu, non? peut-être, mais ils servent. Ce sont des mots de remplissage, des tics de langage. Ils n'ont pas vraiment de sens, mais ils aident à gérer l'hésitation, à faire le lien entre les idées. À garder le fil. Oui, à assurer la fluidité, la spontanéité de l'oral. Ils font partie du jeu, quoi. D'accord. Et la prononciation elle-même, elle change beaucoup aussi. Les sources parlent de chute de lettres, d'élision. Le fameux « je le sais pas, je sais pas ». Ça, c'est un classique. C'est emblématique. Ce jeu qui devient ch devant s, c'est très fréquent. Je suis. Je suis là. Voilà. Il y a aussi la chute du e final des petits mots comme je, te, le, de devant une consonne. Je te dis devient je te dis. Sur la table, sur la table. Exactement. Ou même à l'intérieur des mots. Samedi, prononcé samedi. Médecin, médecin. Petit, petit. C'est pas une règle écrite noir sur blanc, c'est l'usage oral qui rend la parole plus fluide, plus rapide. Pas besoin de connaître la phonétique par cœur, mais reconnaître ses formes, ça aide à te comprendre. Ah oui, ça aide énormément. Ok, donc registres différents, phrases plus simples, mots de remplissage, prononciation contractée, ça fait déjà un sacré tableau. Et on n'a même pas encore vraiment parlé des expressions et de l'argot. Justement, allons-y. C'est souvent là que ça devient difficile pour ceux qui apprennent. Commençons par des réactions simples. La surprise, par exemple. Qu'est-ce qu'on dit? Il y a le choix. Ça va de « tu plaisantes » ou « sérieusement ». Ça, c'est assez neutre. Oui, à des trucs plus familiers comme tu rigoles ou tu déconnes. On peut aussi juste dire ah bon avec la bonne intonation ou s'exclamer c'est fou, c'est dingue. Ou en verlan, c'est ouf. Exactement. Ouf, c'est le verlan de fou. C'est très courant. L'intonation, évidemment, est super importante. Le verlan, c'est vrai que c'est typique. Chelou pour louche, vénère pour énervé. Faut connaître le code. Oui. Et attention à une expression très piégeuse. Tu m'étonnes. Ah oui, celle-là. Elle veut dire le contraire de ce qu'elle semble dire. Exactement. Ça ne veut pas dire je suis surpris. Ça veut dire bien sûr que non, je suis pas surpris ou je suis tout à fait d'accord. Si quelqu'un dit il pleut encore, tu réponds ah, tu m'étonnes. Ça veut dire oui, je suis bien d'accord, c'est pas étonnant. C'est une convention à intégrer. Et pour des choses basiques comme dire au revoir. De manière informelle, on dit beaucoup à plus pour à plus tard. Ou juste salut. Oui, salut, ciao. Et pour souhaiter une bonne journée, les classiques bonne journée, bonne soirée, bon week-end, ça marche toujours. Et pour répondre, Merci, pareillement, merci à toi aussi, merci à vous aussi. C'est simple et efficace. parlons forme physique. Quand on est plein d'énergie ou au contraire, épuisé. Alors, pour l'énergie, on a des expressions imagées. J'ai la pêche, j'ai la patate, j'ai la forme, voire je pète le feu. Ça claque. Ouais. Et à l'inverse, si on est très fatigué, Je suis KO, je suis HS pour hors service. je suis crevé, vidé. Voilà, crever, lessiver, vider, ça montre bien qu'on n'en peut plus. Et pour dire OK,
D'accord, de façon informelle. On utilise beaucoup ça roule, ça marche ou ça me va. On se voit à 8 heures. Ça marche. C'est ça. Et pour renforcer l'accord, surtout chez les jeunes, on entend carrément ou grave. Ah, le fameux grave. Il est partout, celui-là. Oui, il est utilisé comme adverbe maintenant, pour dire très. C'est grave bien, il fait grave froid. C'est grave utile de le savoir. Exactement. Bon, passons à l'argot un peu plus général. C'est un vaste sujet et ça bouge tout le temps. Quelques exemples courants, peut-être, juste pour comprendre. Oui, au moins pour décoder, pas forcément pour l'utiliser soi-même au début. C'est ça. Comprendre, c'est la clé. Par exemple, les gens amissent un mec, un gars, un type pour un homme, une meuf, verlan de femme, une nana, une gonzesse, un peu plus péjoratif parfois. Un pote pour un ami. Voilà. Les darons pour les parents. Pour le travail, le boulot, le taf, le verbe bosser ou taffer. Une boîte pour une entreprise. Et les objets, voiture, livre, chaussures. Bagnole ou caisse pour voiture, un bouquin pour un livre, des pompes ou des godasses pour les chaussures. Une clope pour une cigarette. Un ordi pour l'ordinateur. Tout à fait. Une baraque pour une maison, un appart pour un appartement. La bouffe pour la nourriture, le pinard pour le vin, surtout rouge et basique. Savoir ça, ça aide déjà beaucoup à suivre. Et quelques verbes d'action courants en argot. Alors, piger pour comprendre. T'as pigé? Paumer pour perdre. J'ai paumé mes clés. Ça arrive souvent. Oui. Mate pour regarder, souvent avec insistance. Mette-moi ça. Se gourer pour se tromper. Oups, je me suis gouré de numéro. Et kiffer pour aimer, on l'a dit. Oui, kiffer, c'est vraiment très courant. Ou choper pour attraper, ou même pour séduire. Se prendre une cuite pour boire trop d'alcool. Râler pour se plaindre. Les Français râlent beaucoup, non? C'est un peu le cliché, mais oui, le mot est très utilisé. Encore une fois, le but n'est pas de devenir un expert en argot du jour au lendemain, mais de reconnaître ces mots quand on les entend. Bien sûr. Et puis, il y a les expressions idiomatiques. Ces phrases toutes faites où le sens n'est pas littéral. Ça, c'est un autre niveau de difficulté. Ah oui, les fameuses expressions figées. Poser un lapin, par exemple. Ça veut dire ne pas venir à un rendez-vous. Exactement. Rien à voir avec un lapin. Ou raconter des salades. Mentir. C'est ça. Coûter les yeux de la tête ou coûter un bras. Très cher. Voilà. Donner sa langue au chat. Renoncer à deviner. Alors tu sais, non, je donne ma langue au chat. C'est exactement ça. Il y en a des centaines. Mettre son grain de sel. Intervenir dans une conversation sans y être invité. Prendre ses jambes à son cou. S'enfuir très vite. L'important ici, je pense, c'est de comprendre que ça existe. Quand une phrase sonne bizarre, qu'elle n'a pas de sens littéral, c'est peut-être une de ces expressions. Il faut les apprendre comme des blocs en fait. Oui, comme des unités de sens. Le contexte aide beaucoup, évidemment. Mais c'est une caractéristique très forte du français parlé, cette richesse en images, en expressions. C'est ce qui le rend vivant, coloré. Mais aussi un peu déroutant au début. C'est sûr. Bon, alors face à tout ça, le registre familier, les contractions, l'argot, les expressions, comment on fait pour progresser, pour sonner un peu plus authentique, sans faire semblant? C'est la grande question. Les sources qu'on a consultées donnent plusieurs pistes. La première, c'est vraiment l'écoute. L'écoute active. C'est-à-dire? Pas juste laisser la radio allumée en fond, mais vraiment écouter comment les gens parlent, le rythme, l'intonation, la fameuse mélodie de la phrase, les liaisons, les mots utilisés. Donc film, série, en VF? Oui, avec les sous-titres en français, c'est idéal au début. Podcast, chansons, conversations surprises dans la rue, tout est bon à prendre. Et cette technique du shadowing, répéter ce qu'on entend presque en même temps? Ça peut être très utile, oui, même juste quelques minutes par jour. Le but n'est pas tant la compréhension parfaite que l'imitation de la musique, du rythme. Ça aide le cerveau et les muscles de la bouche à s'habituer aux sons et aux enchaînements du français. Intéressant. Et un autre conseil qui revient souvent, ne pas chercher à parler trop vite. Ah oui, c'est essentiel. On pense parfois que parler vite fait plus natif, mais c'est souvent le contraire. Un débit clair, posé, même avec quelques pauses, est beaucoup plus compréhensible et apprécié qu'un flot rapide et brouillon. D'accord. Donc, écoutez attentivement, imitez la mélodie, parlez calmement. Quoi d'autre? La pratique. Parler, parler, parler. Même tout seul. Tout seul. Comment? Une technique simple. Choisir un sujet simple qui correspond à son niveau, noter 2 ou 3 idées, et puis se forcer à en parler à voix haute pendant, disons, 2 ou 3 minutes.
Se raconter sa journée, par exemple. Exactement. Ou d'écrire une image, résumer un petit article. On peut même s'enregistrer pour s'écouter après. Ça aide à repérer ses propres tics, ses hésitations, les points de prononciation à travailler. Ça désacralise l'acte de parler. L'idée, c'est de rendre la production orale plus automatique, moins intimidante. C'est ça. Et bien sûr, l'idéal, c'est l'immersion. Mettre son téléphone, son ordi, en français, écouter des médias francophones. Et trouver des gens avec qui parler. Oui, les échanges linguistiques, les tandems, les cours de conversation, c'est indispensable pour tester sa compréhension et son expression en situation réelle. Et le conseil ultime, s'il y en avait un? Je crois que c'est de dédramatiser l'erreur. Ne pas avoir peur de faire des fautes. C'est facile à dire. C'est vrai, mais c'est fondamental. Tout le monde fait des erreurs, même les natifs. L'important, c'est d'oser communiquer. La plupart des francophones sont ravis quand quelqu'un fait l'effort de parler leur langue. Mieux vaut une phrase simple et compréhensible avec une petite faute qu'un silence par peur de se tromper. Exactement. Viser la communication claire avant la perfection grammaticale. Comprendre l'argot, les expressions, c'est une chose. Les utiliser soi-même, ça viendra petit à petit, avec la confiance. Faut pas se mettre la pression. Voilà qui nous amène à la fin de cette exploration. On a vu cet écart, parfois grand, entre l'écrit et l'oral. Les contractions, le rôle du registre familier. Et on a plongé dans ce monde fascinant des expressions et de l'argot. Oui. En résumé, on peut dire que le français oral est plus direct, plus économique peut-être. Il utilise des raccourcis comme l'omission du nœud, le on partout, notamment avec l'argot. Pour s'y retrouver, les clés, c'est vraiment écouter beaucoup, pratiquer régulièrement, ne pas avoir peur de se lancer. Et accepter que la langue parlée a ses propres règles, non écrites. C'est exactement ça. Et pour terminer, la petite réflexion qu'on aime bien laisser. On a parlé de l'évolution constante de la langue, de l'argot qui change. Hier, on disait peut-être c'est batte. Aujourd'hui, c'est stylé ou c'est chamé. C'est vrai. Et ça ouvre une question intéressante pour l'avenir, non ? Quel est l'impact des nouvelles technologies sur tout ça ? Les réseaux sociaux, les SMS, les messageries instantanées. Oui. On voit apparaître une sorte d'écrit très spontané, très proche de l'oral. Les abréviations, les emojis, le style direct. Est-ce que ça réduit le fossé entre l'écrit et l'oral ? Ou est-ce que ça crée une sorte de troisième voie, un langage hybride ? Comment ça va influencer le français de demain ? Bonne question. Voilà, de quoi réfléchir. Merci d'avoir suivi cette analyse avec nous.